Axel Simon. Bonjour Bonjour. Axel. Aujourd'hui, on s'immerge dans l'œuvre et la vie de Franz Kafka, grand écrivain né à Prague et qui écrit en allemand. Ce mois de juin marque le centenaire de sa disparition et le livre dont on va parler nous donne l'occasion d'évoquer son œuvre et l'itinéraire surtout incroyable de ses manuscrits. Absolument. Le livre s'appelle J'irai chercher Kafka, paru il y a quelques jours chez Flammarion, écrit par Léa Weinstein, qui est réalisatrice et écrivaine, spécialiste de l'œuvre de Kafka. Elle en a réalisé d'ailleurs une thèse de philosophie. Franz Kafka, écrivain majeur, vous l'avez dit, né à Prague en 1883, mort à 40 ans prématurément en 1924. Son nom évoque probablement immédiatement sa nouvelle bien connue La Métamorphose, mais aussi Le Procès, Le Château, America entre autres. Ça évoque aussi l'univers littéraire cauchemardesque et bureaucratique dont on a tiré l'adjectif usuel et sans doute un petit peu réducteur de kafkaïen, une œuvre qui met toujours l'individu en prise avec la société moderne qui est extrêmement violente et qui est capable de l'écraser et puis de l'anéantir. Et j'irai chercher Kafka, une enquête très documentée et captivante de Prague à Tel Aviv, doublée d'une quête intime et très attachante. Léa Weinstein, elle retrace l'itinéraire incroyable des manuscrits de Kafka, plusieurs fois sauvés, car de son vivant, Kafka avait chargé son fidèle ami, l'écrivain Max Brod, de détruire ses manuscrits après sa mort, ce que Max Brod n'a pas fait. Et Léa Weinstein détaille de quelle façon, dès 1924, Max Brod a sauvé les manuscrits. On l'écoute. Le premier sauvetage, il a lieu à Prague, juste à ce moment-là, quand Max Brod décide de ne pas brûler les manuscrits, mais au contraire de les sauver, de les rassembler, de les rechercher partout où ils pourraient être et de commencer à les publier. Le second va intervenir quelques années plus tard, en mars 1939, à Prague toujours, lorsque Max Brod va devoir quitter Prague dans la précipitation au moment de l'arrivée des nazis. Et il emporte dans sa valise les manuscrits de Kafka, qui vont faire cette traversée, elle aussi assez incroyable. Cette valise va arriver avec Max Brod en Palestine à l'époque, donc en 1939 à Tel Aviv. Une question essentielle néanmoins demeure. Les dernières volontés de Franz Kafka n'auraient donc pas été respectées par son ami? Bah exactement. Après les obsèques de Kafka, Max Brod trouve dans le tiroir du bureau de son ami 2 billets qui lui sont adressés nommément, signés de la main de Kafka, lui demandant explicitement de détruire par le feu l'ensemble de ses textes. Il écrit « Tout ce que je laisse, carnet, manuscrit, lettres, doit être brûlé ». Sans restriction et sans être lu. On ne peut pas être plus clair quand même. Alors, en publiant à titre posthume ces manuscrits, est-ce que Max Brod a trahi son ami ou en fait est-ce qu'il a révélé au grand jour une œuvre fondatrice? Comme de nombreux spécialistes, Léa Weinstein, elle a choisi pour elle, l'ami Max Brod est devenu l'architecte d'une œuvre qui n'était pas la sienne, mais qu'il savait majeure. Et il faut entendre son argument principal à Max Brod. C'était de dire que du vivant de Kafka, quand ils avaient eu cette conversation ensemble, Max Brod lui avait dit que jamais il ne détruirait ses manuscrits, même s'il lui demande. Et il faut ajouter quand même que Kafka n'a pas détruit de lui-même ses manuscrits. En clair, est-ce que Kafka voulait vraiment qu'on lui obéisse? Léa Weinstein formule pour nous quelques hypothèses. Voilà, le premier étage de la fusée, c'est d'abord de se dire qu'il n'a peut-être pas complètement trahi dans la mesure où cette trahison était annoncée. Le second étage, si on va encore plus loin, quand on lit Kafka, quand on lit notamment le journal, donc il y a autant de désir d'être lu que de rejet de sa propre œuvre. Donc voilà, quelle est sa volonté profonde? Max Brod était véritablement convaincu que cette œuvre était majeure et qu'on ne pouvait pas s'en passer et que d'une certaine façon, cette grandeur de l'œuvre dépassait la volonté de son auteur en fait. Et alors, l'une de ses œuvres les plus connues et les plus lues, c'est La Métamorphose d'Ifa qu'il a publiée de son vivant en 1915. C'est Grégor Samsa qui se réveille un matin transformé en cafard ou en cancrelat, enfin en énorme insecte en tout cas. Et c'est l'image du paria qui est rejeté, qui est puis tué par sa famille, même si sa sœur au départ va l'aider. Et c'est l'allégorie sur la peur de la différence qui suscite la haine, qui entraîne le rejet jusqu'à la destruction. Et c'est l'un de ses chefs-d'œuvre à Kafka. Oui, vous l'avez très bien résumé, Judith, c'est exactement ça. Et c'est sans doute la nouvelle qu'on lit le plus aujourd'hui encore. Et c'est une nouvelle telle que Franz Kafka l'a voulu, telle qu'il l'avait achevée lui-même en vue de sa publication de son vivant. Et ça, c'est assez rare pour le
noter. Et en effet, ce Grégor Samsa, il va être rejeté à la fois par sa famille, mais aussi par la société. Et Léa Weinstein synthétise pour nous quelques thématiques fortes de ce livre. On l'écoute. On peut la lire comme une espèce de fable sur ce que c'est que d'être rejeté à l'intérieur de sa propre famille. On peut élargir encore l'échelle et la lire comme l'histoire des parasites à l'intérieur de la société. Comment est-ce qu'on cherche à les éliminer? Comment est-ce qu'on cherche à les rejeter? Et comment est-ce que eux, de l'intérieur, le vivent? Kafka nous décrit vraiment aussi ces sensations à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous qu'un jour, on puisse se réveiller transformé en insecte? Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit aussi de ce qu'on a à l'intérieur de nous? Voilà la métamorphose donc qui vous reste vraiment en tête, à la fois les mots et puis aussi l'imaginaire. Et il y a une anecdote intéressante de Léa Weinstein. Elle dit que Kafka en fait avait exigé à l'époque des éditeurs qu'aucune illustration de l'insecte, le fameux insecte, ne soit jamais donnée pour finalement laisser le mystère et puis surtout faire jouer l'imaginaire du lecteur pour l'éternité. Oui, des images très puissantes, même en français, où le père bombarde des pommes sur son fils transformé donc en cafard. Et en allemand, la précision descriptive de la langue accentue vraiment l'émotion de cette nouvelle. Alors, on évoquait à l'instant la force des images de Kafka et on va finir en images justement avec un nouveau documentaire sur Kafka, Axel, qui vient de sortir et par un documentariste tchèque. Qui s'appelle Kafka, cet inconnu illustre, réalisé par le réalisateur Pavel Zimak, diffusé sur la plateforme Arte TV jusqu'à la fin mai 2029. Donc vous avez le temps. C'est un portrait inédit de Kafka qui déconstruit les idées reçues parce qu'on a vite fait de confondre Kafka avec ses personnages. C'était pas forcément un génie mystérieux, un solitaire introverti, sombre et coupé du monde. C'est bien plus complexe que cela et le film nous le montre, comme le fait d'ailleurs le grand spécialiste allemand Rainer Starr dans sa biographie, 3 fois 1000 pages quand même, qui vient d'être achevé dans sa traduction française aux éditions du Cherche Midi. Et pour conclure finalement, donc un film, une biographie événement, des romans, des nouvelles à lire sans compter, le journal de Kafka, et puis toujours des nouveautés, et notamment cette édition bilingue qui devrait plaire aux germanophones, et donc plaire à vous, Judith, qui parlait l'allemand, pour lire toute la subtilité dont vous avez parlé de la langue de Kafka en allemand dans le texte. Merci beaucoup Axel Simon, merci à vous et on vous retrouve avec plaisir le dimanche prochain. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur France 24 et à 14h vous retrouvez Autour du monde, autour de Nabia Makloufi. Merci à vous tous.